À 80 000 kilomètres de distance, c'était un endroit plein de promesses, une planète attrayante, de taille moyenne, marron et verte, sans trace de ville ou autre embarras du même genre. Un lieu tout simplement charmant. Exactement l'endroit que nous cherchions pour racheter ce qui avait été jusque-là une expédition quasi insignifiante. Je me suis tourné vers Clyde Holdray, qui fixait un regard pensif sur le thermocouple. « Alors, qu'en dis-tu »« Ça m'a l'air bien. En bas, la température est d'à peu près 20 degrés. Il y fait bon et c'est pas l'air qui manque. Je crois que ça vaut le coup d'essayer. » Lee Davidson est sorti nonchalamment de la soute, sentant le fauve, comme toujours. Un des singes bleus que nous avions ramassés sur Alphéraz rampait le long de son bras. « Alors, messieurs, quoi de neuf ?»« Une planète, ai-je répondu. Et dans la soute, il y a assez de place ? Ne t'inquiète pas, il en reste pour un zoo au complet. On ne peut pas dire que ça a été un voyage très fructueux. Non, ai-je acquiescé en effet. Alors on descend voir ? Autant y aller, a répondu Holdray. Impossible de rentrer sur Terre avec 2 malheureux singes et quelques fourmiliers. Moi aussi, je crois qu'on devrait se poser, a déclaré Davidson. Et toi ? J'ai hoché la tête. Je vais prendre les cartes. Toi, tu installes confortablement tes bêtes pour la décélération. Davidson est retourné dans la soute, pendant que Holdray gribouillait furieusement dans le journal de bord, notant les coordonnées de la planète, son aspect général et ainsi de suite. En plus d'être une équipe de collecteurs pour le département de zoologie du Bureau des Affaires interstellaires, nous faisions office de vaisseau de reconnaissance, et cette planète était répertoriée comme inexplorée sur nos cartes. J'ai jeté un œil à la boule marbrée marron et verte qui tournoyait lentement dans la baie d'observation, et j'ai senti le pincement de mauvais augure qui m'alertait chaque fois que nous abordions un monde inconnu. Je l'ai réprimé et me suis mis à chercher une orbite d'atterrissage. Dans mon dos, j'entendais 2 singes bleus qui jacassaient furieusement pendant que Davidson les sanglait dans leur berceau de décélération. Et en bruit de fond, le cri grave et discordant des fourmiliers ridgéliens qui cornaient leur mécontentement. La planète était bel et bien habitée. Nous ne nous étions pas posés depuis 20 minutes que déjà la faune locale s'attroupait autour de nous. Par la baie d'observation, nous regardions dehors avec émerveillement. « C'est le genre de choses qu'on ne voit qu'en rêve, » a dit Davidson en tripotant nerveusement sa barbichette. « Regardez-moi ça. Il doit y avoir 1 millier d'espèces différentes. »« Je n'ai jamais vu ça, » a renchéri Holdray. Mentalement, j'évaluais l'espace de stockage qu'il nous restait et le nombre de créatures que nous serions à même d'emporter. Comment allons-nous faire un choix ? Abondance ne nuit pas, a joyeusement tranché Holdray. On n'a qu'à mettre la main sur une douzaine de créatures parmi les plus bizarres et décoller, en gardant les autres pour un prochain voyage. C'est vraiment dommage d'avoir perdu tout ce temps à tourner autour de Ridgel. On a tout de même attrapé les fourmiliers, est intervenu Davidson. C'était sa trouvaille, et il en était fier. J'ai eu un sourire désabusé. Ouais, ça, les fourmiliers, on les a. Au même instant, ces derniers ont poussé un cri rauque. Voilà le genre de bestiole dont j'aurais vraiment pu me passer, tu sais. Ton état d'esprit est déplorable, a dit Holdray. C'est un manque de professionnalisme. Et après, qui a dit que j'étais zoologue ? Je suis pilote de vaisseau spatial, c'est tout, ne l'oubliez pas. Et si le langage et l'odeur de ces fourmiliers me déplaisent, je ne vois aucune raison de... Non mais regardez-moi ça, a tranché Davidson. J'ai jeté un coup d'œil par la baie d'observation et vu émerger un nouvel animal de la végétation touffue en arrière-plan. J'avais vu pas mal de créatures étranges depuis mon assignation au département de zoologie, mais celui-ci remportait la palme. Il était presque aussi grand qu'une girafe, avançait sur de longues pattes flageolantes et avait une petite tête juchée au sommet d'un cou grotesque. Et surtout, il avait 6 pattes et une multitude de tentacules qui se contorsionnaient comme des serpents. Quant à ses yeux, c'étaient 2 énormes globes violets culminant au bout de 2 épais pédoncules. Il devait bien mesurer 6 mètres. Il s'est déplacé, avec une grâce exagérée, parmi l'essaim d'animaux qui encerclaient le vaisseau, a frayé habilement son chemin jusqu'à nous et glissé un regard surpris dans la baie d'observation. Un œil violet s'est fixé sur moi, tandis que l'autre se posait sur Davidson. J'avais l'impression bizarre qu'il essayait de nous dire quelque chose. « Un beau morceau, hein ?» a fini par remarquer Davidson. « Je parie que tu aimerais en ramener un. On peut peut-être en caser un jeune à bord, si on en trouve un petit. » Il s'est tourné vers Holdray. « Alors, ça avance cette analyse de l'air ? J'aimerais commencer la collecte. Que cette bête est bizarre !» Apparemment, l'animal avait terminé son inspection. Il a dégagé sa tête, replié ses pattes sous lui et s'est accroupi près du vaisseau. Une bestiole, qui ressemblait à un chien mais hérissée de piquant, s'est mise à aboyer après la grosse créature sans l'arracher à son indifférence. Les autres animaux, de tout gabarit et de toute forme, grouillaient autour du vaisseau, leur curiosité manifestement éveillée par ces nouveaux arrivants qui débarquaient dans leur monde. Je voyais le regard du docteur Davidson avide d'embarquer tout ce bazar pour le ramener sur Terre.
Je devinais ce qui lui trottait dans la tête. Il rêvait aux je ne sais combien de milliers d'espèces extraterrestres qui erraient dans les parages, affectant mentalement à chacune une petite étiquette. Ceci ou cela Davidsoni. Pour ce qui est de l'air, ça va, a annoncé Holdray en levant la tête de ses testeurs. Allez chercher vos filets à papillons et voyons ce qu'on peut attraper. Quelque chose me déplaisait dans cet endroit. C'était trop beau pour être vrai. Comme l'expérience me l'avait enseigné, il y avait toujours un vice quelque part. Sauf qu'ici, tout semblait réglo. Pour des zoologues, cette planète était un véritable filon. Davidson et Holdray n'avaient jamais été aussi heureux, cernés qu'ils étaient de spécimens on ne peut plus coopératifs. Prenons quelques-uns de ceux-là, a dit Davidson. Ils me plaisent bien. Alors monte-les à bord, lui ai-je retourné en haussant les épaules. Peu m'importait les échantillons qu'il choisissait, du moment qu'il remplissait rapidement la soute et que je respectais mon horaire de décollage. J'ai regardé Davidson prendre une paire d'écureuils et les ramener à bord. Holdray est venu vers moi. Il portait une sorte de chien, sans pelage, avec des yeux d'insecte à facettes. « Comment tu le trouves, Gus ?»« Bien, ai-je répondu d'une voix morne. « Magnifique. » Il a posé l'animal, qui est resté assis là à nous sourire au lieu de détaler. Holdray m'a regardé en passant rapidement la main dans sa chevelure clairsemée. « Écoute, Gus, tu as été sinistre toute la journée. Qu'est-ce qui te tarabuste ?»« Je n'aime pas cet endroit. »« Pourquoi ? Par principe ? » ?»« C'est beaucoup trop simple, Clyde. Ces animaux s'attroupent ici en attendant qu'on les ramasse. » Il a gloussé. « Et toi, tu es habitué à la bagarre, c'est ça ? Tu nous en veux parce qu'ici tout est trop facile. » Quand je pense au mal qu'on s'est donné pour attraper une misérable paire de fourmiliers puants et... Laisse tomber, Gus. On va se dépêcher de charger pour te faire plaisir. N'empêche que cet endroit est une mine d'or. J'ai secoué la tête. Je n'aime pas ça, Clyde. Pas du tout. Holdray s'est remis à rire et a repris son chien. Dis, Gus, tu ne saurais pas où je pourrais en trouver un autre ? Là, ai-je répondu, en pointant du doigt. À côté de cet arbre, la langue pendante, il attend que tu l'embarques. Holdray a regardé le chien et sourit. Voyez-vous ça ? Il a attrapé son spécimen et les a emportés tous les deux à l'intérieur. Je me suis éloigné pour inspecter les environs. Cette planète était trop incroyable pour que je l'accepte sur sa bonne mine sans au moins un petit coup d'œil, en dépit de la joie avec laquelle mes deux compagnons capturaient leurs spécimens. D'abord, ce n'était pas comme ça que les animaux vivaient, en se mêlant les uns aux autres, en grand nombre et en toute harmonie. Je n'en avais dénombré que quelques-uns de chaque genre, et il devait s'en trouver 500 espèces différentes plus étranges les unes que les autres. La nature ne fonctionnait pas de cette façon. Ensuite, ils se côtoyaient sans hostilité, tout en respectant implicitement l'autorité de la girafe. Ça non plus, ça n'existait pas. Je n'avais encore été témoin d'aucune querelle, ce qui signifiait qu'ils étaient tous herbivores. D'un point de vue écologique, cela n'avait aucun sens. J'ai haussé les épaules et poursuivi ma route. Une demi-heure plus tard, j'en savais un peu plus sur la topographie de notre mine d'or. Nous étions soit sur une île immense, soit sur une sorte de péninsule, car je distinguais une gigantesque étendue d'eau une quinzaine de kilomètres plus loin. Notre environnement était relativement plat, à l'exception d'une colline assez importante, du haut de laquelle je pouvais embrasser une grande partie du paysage. Il y avait une jungle épaisse et très boisée près du vaisseau. D'un côté, la forêt s'étendait jusqu'à l'eau, mais de l'autre, elle s'arrêtait abruptement. Nous avions atterri à l'orée de la clairière. Apparemment, la plupart des animaux vivaient dans la jungle. De l'autre côté de notre clairière se trouvait une large plaine qui se prolongeait au loin par un désert. J'apercevais une étendue de sable peu engageante qui contrastait étrangement avec l'exubérance de la jungle à ma gauche et le petit lac que l'on découvrait à quelque distance. Je comprenais que ce genre de pays attire une faune aussi disparate puisqu'on y trouvait toutes les catégories d'habitats possibles dans un espace restreint. Et quelle faune! Même si je n'étais zoologue que par osmose, puisque ma curiosité et mon savoir me venaient de Holdray et Davidson, et n'étaient donc que de seconde main, je ne pouvais m'empêcher d'être étonné par cette abondance d'animaux étranges. Il y en avait de toutes formes, dimensions, couleurs et odeurs, et leur seul point commun était leur manque d'hostilité. Durant mes flâneries de l'après-midi, une centaine d'entre eux étaient venus hardiment à ma rencontre, histoire de m'accorder un coup d'œil avant de s'éloigner. Il y avait parmi eux une demi-douzaine d'espèces qui m'étaient inconnues, plus une des girafes à l'air intelligent et aux yeux pédonculés, et un chien sans pelage. Encore une fois, j'avais eu le sentiment que la girafe essayait de communiquer avec moi. Je n'aimais pas cela. Mais alors, pas du tout. Je suis retourné à la clairière. Holdray et Davidson s'affairaient toujours comme des maniaques, essayant d'entasser autant d'animaux que possible dans la soute. « Comment ça se passe ?» ai-je demandé. « La soute est remplie à ras-bord, » a répondu Davidson. Maintenant, on procède à une sélection de remplacements. Je l'ai vu sortir 2 chiens sans poils, choisis par Holdray, et prendre à la place une paire de créatures genre pingouins à 8 pattes qui se sont laissés transporter sans broncher. Holdray, mécontent, fronçait les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux faire de cela, Lee ?»
Tu ne trouves pas les chiens beaucoup plus intéressants? Non, je préfère ramener ces deux bêtes-là. Elles ont un aspect curieux, tu ne trouves pas? Regarde le réseau de muscles qui rejoint le... Arrêtez les gars, ai-je ordonné. J'ai observé l'animal que Davidson avait entre les mains et levé les yeux. Cette bête est vraiment très étrange. Elle a 8 pattes. Tu deviens zoologue? S'étanquit Holdray, amusé. Non, mais ça commence à m'intriguer. Pourquoi celle-là aurait-elle 8 pattes, certaines 6, et les autres seulement 4? Ils m'ont regardé d'un air méprisant, avec tout le dédain des professionnels qu'ils étaient. Enfin, à mon avis, ils auraient dû évoluer selon une certaine logique, non? Sur Terre, c'est développer un certain type d'animal à 4 pattes. Sur Vénus, ils en ont généralement 6. Mais avez-vous déjà rencontré ailleurs qu'ici une telle ratatouille évolutionniste? Il y a des configurations plus étonnantes, a fait Holdray. Les symbiotes de Sirius III, les fouisseurs de Mizar. Mais tu as raison, Gus. Il y a ici une dispersion évolutionniste assez singulière. Je pense qu'on devrait rester pour étudier le phénomène en profondeur. J'ai su aussitôt, à l'expression de bonheur qui se peignait sur le visage de Davidson, que j'avais fait une gaffe et encore aggravé la situation. J'ai décidé de changer de voie. Je ne suis pas d'accord. On devrait partir avec ce qu'on a et revenir avec une expédition plus importante. Davidson a laissé fuser un petit rire. Allons, ne fais pas l'idiot. C'est la chance de notre vie. Pourquoi mettre au courant tout le département de zoologie? Je me refusais à leur avouer que j'avais peur de rester. J'ai croisé les bras. C'est moi le pilote. Il va falloir m'écouter. Le programme ne prévoit qu'une brève escale ici. Donc on va repartir. Et ne me dis pas que je fais une bêtise. C'est pourtant le cas. Tu fais aveuglément obstacle à la science en marche. Ah, écoute-moi bien, Lee. Si notre stock alimentaire est calculé au plus juste, c'est pour vous ménager le maximum d'espace. Et n'oublie pas que ceci est une équipe assignée strictement à la collecte. Alors, à moins que tu ne désires en être réduit à manger tes propres spécimens, je suggère que tu nous permettes de ficher le camp. Silence. Puis Holdray a lâché. Je ne conteste pas ce point. Gus a raison. Rentrons immédiatement. On examinera les lieux quand on aura plus de temps. Mais, bon, d'accord, a dit Davidson à contre-cœur en prenant les pingouins à 8 pattes. Je vais fourrer ces machins dans la soute et on pourra partir. Il m'a lancé un regard étrange, comme si j'avais commis un crime. Alors qu'il rentrait dans le vaisseau, je l'ai interpellé. Oui? Écoute, ce n'est pas que je veuille t'éloigner d'ici. C'est une question de provision, voilà tout. Ai-je menti en dissimulant mon appréhension diffuse? Je comprends. Et il s'est engouffré dans le vaisseau. Je suis resté planté là, sans penser à rien. Puis je suis entré à mon tour pour déterminer l'orbite de décollage. J'en arrivais au calcul de la consommation de carburant lorsque quelque chose a attiré mon attention. Les circuits d'alimentation pendaient bizarrement de leur compartiment. Quelqu'un avait complètement bousillé le système de transmission. Je suis resté figé, les yeux rivés sur le pupitre saboté. Puis, je me suis tourné vers la soute. « Davidson !»« Qu'est-ce qu'il y a ? Viens par ici une seconde, s'il te plaît. » J'ai patienté. Il est apparu en fronçant les sourcils avec impatience. « Qu'est-ce que tu veux ? Je suis occupé et... » Il est resté bouche bée. « Regarde la transmission !»« J'ai vu !» ai-je lancé. « Même que j'en suis malade. Va chercher Holdray en vitesse. » En son absence, j'ai tripoté le mécanisme détruit. Après avoir enlevé le panneau du compartiment pour regarder à l'intérieur, je me suis senti un peu mieux. Les dégâts étaient importants, mais pas irréparables. 3 ou 4 jours de travail intensif avec tournevis et fer à souder pourraient peut-être remettre le vaisseau en état. Mais je n'en étais pas moins en colère. Entendant Holdray et Davidson entrer, je me suis tourné vers eux. « Alors, bande d'idiots, lequel d'entre vous a fait ça ?» Simultanément, ils ont lâché un clapissement de protestation. Je les ai écoutés, puis, un à la fois. « Si tu insinues que l'un de nous a délibérément saboté le vaisseau, a dit Holdray, je veux que tu saches, je n'insinue rien du tout. Mais d'après moi, vous aviez envie de rester ici plus longtemps pour pousser vos investigations plus loin, et vous vous êtes imaginé que le meilleur moyen de m'en convaincre était de bousiller le système de transmission. Je les ai fusillés du regard. Eh bien, sachez que je peux réparer, et cela en 2 jours. Alors, allez-y, faites vos petites affaires, zoologisez à votre aise, pendant que vous en avez le temps. Doucement, Davidson a posé une main sur mon bras. « Gus, a-t-il dit tout bas, on n'a rien fait. Ce n'est pas nous. » Soudain, ma colère a fait place à une peur bleue. Davidson était sincère. « Si ce n'est ni toi, ni Holdray, ni moi, alors qui ?» Il a haussé les épaules. « Et si c'était l'un de nous à son insu, peut-être... » Je me suis tu. « Ah, et puis ça n'a pas de sens. Passe-moi cette boîte à outils, Lee. »
Ils sont allés s'occuper des animaux, et je me suis attelé aux réparations, chassant de mon esprit spéculation et suspicion pour me concentrer uniquement sur la façon de relier le câble A à l'entrée A, et le transistor F au potentiomètre 4, selon les indications. C'était un travail lent et exaspérant. À l'heure du dîner, je n'avais achevé que les préliminaires. La tension engendrée par ce travail si minutieux faisait trembler mes doigts, et j'ai décidé d'attendre le lendemain pour me remettre à la tâche. J'ai mal dormi et fait des cauchemars ponctués par les gémissements de ces maudits fourmiliers et les occasionnels grincements, gloussements, bêlements et autres sifflements des diverses créatures qui se trouvaient dans la soute. Il devait être 4 heures du matin lorsque, enfin, j'ai sombré dans un sommeil profond. Le reste de la nuit a passé très vite. Puis, des mains m'ont secoué et j'ai découvert les visages pâles et tendus de Holdray et Davidson. J'ai péniblement entrouvert mes paupières, scellées par le sommeil, et cligné des yeux. « Hein ? Quoi ?» Holdray s'est penché et m'a secoué sauvagement. « Debout, Gus !» Je me suis levé avec peine. Ce n'est pas une chose à faire que de réveiller un type en plein milieu de... Ils m'ont propulsé hors de ma cabine et traîné dans le couloir jusqu'à la passerelle de commandement. Mon regard trouble a suivi le doigt de Holdray, et je me suis réveillé d'un coup. Le système de transmission était à nouveau détruit. Quelqu'un ou quelque chose avait complètement anéanti mon travail de la veille. Fini les prises de bec. Ce n'était plus de la blague. Impossible d'éluder le problème en riant. Nous nous sommes remis au travail coude à coude, en tentant désespérément de résoudre l'énigme avant qu'il ne soit trop tard. « Examinons la situation », a dit Holdray en faisant les 100 pas. « La transmission a été sabotée 2 fois. Aucun de nous ne connaît le coupable, et chacun d'entre nous est convaincu de son innocence. » Une pause. « Cela nous laisse 2 possibilités. Soit, comme le suggère Gus, l'un d'entre nous agit sans en avoir conscience, soit quelqu'un d'autre s'en charge lorsque nous avons le dos tourné. Aucune de ces éventualités n'est très réjouissante. Il nous reste une chose à faire, monter la garde, ai-je proposé. Pour commencer, l'un d'entre nous doit demeurer éveillé en permanence, ce qui signifie dormir à tour de rôle et affecter quelqu'un à la surveillance de la transmission jusqu'à ce que je l'ai réparée. Ensuite, débarrassons-nous des animaux. « Quoi ?» ?»« Il a raison, a dit Davidson. On n'est pas sûr de ce qu'on a ramené à bord. Ils n'ont pas l'air doués d'intelligence, mais on ne peut pas l'affirmer. Ce bébé girafe aux yeux violets, par exemple. Et s'il nous avait hypnotisés et forcés à détruire nous-mêmes la transmission? Comment savoir? Enfin... Holdray s'apprêtait à protester, mais il s'est ravisé et contenté de froncer les sourcils. « Je suppose qu'il nous faut admettre cette possibilité. » Visiblement, la perspective de relâcher les captifs le rendait malheureux. « Nous allons vider la soute, et toi, vois si tu peux réparer les commandes. Plus tard, on pourra éventuellement les recapturer, si les événements en restent là. » On s'est mis d'accord là-dessus, et Holdray et Davidson ont débarrassé le navire des animaux pendant que je me remettais au travail avec détermination. À la tombée de la nuit, j'avais accompli autant de besogne que la veille. J'ai pris le premier tour de garde sur le vaisseau étrangement silencieux. J'ai fait les 100 pas dans la cabine de pilotage, en luttant contre une furieuse envie de m'assoupir, et réussi à tenir jusqu'à ce que Holdray me relève. Il est entré, et, le souffle coupé, il a pointé un doigt sur le système de transmission. Détruit, pour la 3e fois. Ni raison, ni explication. L'expédition s'était transformée en cauchemar. J'ai vigoureusement protesté. Je n'avais pas fermé l'œil. Rien ni personne ne s'était approché du propulseur. Ce qui était encore plus inquiétant, car cela signifiait soit que j'étais le coupable, soit qu'une force extérieure, invisible, détruisait inlassablement notre matériel. Aucune de ces hypothèses n'avait de sens, du moins à mes yeux. Nous étions sur cette planète depuis 4 jours, et l'alimentation devenait un problème majeur. D'après mon plan de vol établi au plus juste, nous aurions dû être sur le chemin du retour depuis déjà 2 jours, et notre retard n'était pas près de s'arranger. Dehors, les animaux erraient toujours. Ils venaient coller leur museau au vaisseau, le scrutaient, le caressaient presque, tandis que ces maudites pseudo-girafes nous regardaient fixement, l'air attendri. Ils étaient tous plus amicaux que jamais, ignorants de la tension qui augmentait dans la carlingue. Nous nous déplacions comme 3 zombies, les yeux luisants et les lèvres pincées. Nous crevions tous de peur. Quelque chose nous empêchait de réparer la transmission. Quelque chose s'opposait à ce que nous quittions cette planète. J'observais la tête affable de la girafe dont les yeux violets étaient rivés à la baie d'observation, et, à son tour, elle me regardait avec douceur. La faune locale était groupée autour d'elle. Toujours cet étonnant méli-mélo de genres et d'espèces invraisemblables. Cette nuit-là, on a monté la garde tous ensemble. La transmission a été détruite quand même.
Les câbles avaient été soudés en tellement d'endroits que le tableau de bord n'était plus qu'un amas d'alliage. Encore 2 ou 3 sabotages et tout rapiéçage deviendrait impossible. Peut-être était-il déjà trop tard. Le lendemain, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis remise à souder immédiatement après le dîner, plutôt maigre, ration réduite oblige, et jusqu'à tard dans la nuit. Au matin, c'était comme si je n'avais rien fait. « J'abandonne !» ai-je annoncé en inspectant les dégâts. « Je ne vois pas l'intérêt de m'escrimer à réparer ce qui ne veut pas l'être. » Oldray a hoché la tête. Il était d'une pâleur terrifiante. « Il va falloir s'y prendre autrement. »« Ouais, c'est ça. » J'ai ouvert à toute volée la porte du placard à provisions et examiné le stock. Même en incluant les aliments de synthèse destinés aux animaux au départ, nous étions restés trop longtemps. Nous avions même entamé la marche de sécurité. Au retour, il faudrait se serrer la ceinture. Si retour il y avait. Péniblement, j'ai franchi l'écoutille pour aller m'affaler sur un gros rocher tout près du vaisseau. L'un des chiens est venu fourrer son museau dans ma chemise. Davidson m'a appelé depuis l'écoutille. « Qu'est-ce que tu fais dehors ?»« Je prends un peu l'air, c'est tout. J'en ai marre de ce vaisseau. » J'ai gratté le chien derrière les oreilles et regardé alentour. Les animaux avaient perdu pratiquement toute curiosité à notre égard et restaient dispersés. Ils vaquaient dans la plaine en grignotant des petits tas de substances blanches et pâteuses qui se déposaient par terre chaque nuit. Nous appelions cela la manne. C'était ce qui semblait former la base de leur alimentation. Les bras croisés, je me suis laissé aller en arrière. Au 8e jour, nous accusions quelques kilos en moins. Je n'essayais même plus de réparer le navire. La faim commençait à avoir raison de moi. J'ai vu Davidson bricoler avec mon fer à souder. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je vais réparer la transmission. » Ce n'est pas parce que tu refuses de continuer qu'on va rester assis les bras croisés, figure-toi. Il était plongé dans mon manuel de réparation et manipulait maladroitement la détente du fer à souder. J'ai haussé les épaules. « Vas-y, si ça te fait plaisir. » Ça m'était égal. La seule chose qui me préoccupait, c'était le vide béant de mon estomac et la vague impression que nous étions coincés ici pour de bon. « Gus ? Ouais ? Il est temps que je t'avoue quelque chose. Je mange de la manne depuis 4 jours. C'est bon et c'est nourrissant. » « De la manne ? Tu as mangé quelque chose qui pousse sur une planète étrangère ? Tu es fou ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Mourir de faim ?» J'ai souri tristement. Il avait raison. Nous avons entendu Oldray remuer quelque part à l'arrière du vaisseau. De nous tous, c'était lui qui avait le plus de mal à accepter la situation. Il avait une famille sur Terre et commençait à se rendre compte qu'il ne la reverrait jamais. « Pourquoi tu ne vas pas chercher Oldray ?» a suggéré Davidson. « Allez vous goinfrer de manne, il faut que vous mangiez quelque chose. » Ouais, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je me suis dirigé comme un automate vers la cabine de Oldray. Nous allions sortir, manger de la manne et, d'une façon ou d'une autre, faire taire notre faim. « Clyde ?» ai-je crié. « Clyde !» Je suis entré dans sa cabine, assis à son bureau, secoué par des convulsions, il regardait fixement les 2 filets de sang qui s'écoulaient par saccades de ses poignets entaillés. « Clyde !» Il n'a émis aucune protestation lorsque je l'ai traîné à l'infirmerie et que j'ai placé un garrot sur ses avant-bras pour arrêter l'hémorragie. Il regardait dans le vide en sanglotant. Je lui ai donné une claque et il est revenu à lui. Il a remué la tête, pris de vertige comme s'il ne savait plus où il était. Doucement, Clyde, tout va bien. Non, ça ne va pas bien, a-t-il répondu d'une voix blanche. Je suis encore en vie. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir ? Pourquoi ? Davidson est entré. Que s'est-il passé ? C'est Clyde. Il ne supporte plus la pression. Il a tenté de se suicider. Mais je crois que ça va maintenant. Tu veux bien aller lui chercher quelque chose à manger ? À la tombée de la nuit, nous avions remis Oldray d'aplomb. Davidson a rassemblé toute la manne qu'il avait pu trouver et on a fait un festin. Il faudrait avoir le culot de tuer ces animaux, a dit Davidson. Là, on pourrait vraiment faire la noce. Steak et compagnie. Et les bactéries, a calmement fait observer Oldray. Ce serait de la folie. Je sais, mais c'était une idée. Les idées, c'est fini, ai-je tranché. Demain matin, on se remet au travail. Avec l'estomac plein, on pourra peut-être rester éveillé et on verra vraiment ce qui se passe. Oldray a souri. Bien, je suis vraiment impatient de quitter ce vaisseau et de reprendre une existence normale. Je n'en peux plus. Dormons un peu, ai-je conseillé. Demain, on essaiera à nouveau. On rentrera, ai-je affirmé avec une assurance que je n'avais pas. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé chercher ma boîte à outils. Comme j'avais les idées claires, j'ai essayé de comprendre la situation, mais sans grand succès. Je me suis dirigé vers la passerelle de commandement. Et arrêté net. J'ai regardé par la baie d'observation. Je suis revenu sur mes pas pour réveiller Oldray et Davidson. Jeter un œil par la baie, leur ai-je intimé d'une voix rauque. Ils se sont exécutés et sont restés bouche bée. Ça ressemble exactement à ma maison, a fait Oldray, celle que j'ai sur Terre.
Et je parie qu'il y a tout le confort à l'intérieur. Je me suis avancé, mal à l'aise, et baissé pour franchir l'écoutille. Allons voir ça. Nous nous sommes approchés. Les animaux gambadaient autour de nous. La grande girafe est venue tout près et a secoué la tête d'un air grave. La maison s'élevait au centre de la clairière, petite, bien entretenue, peinte de frais. C'était évident. Pendant la nuit, des mains invisibles l'avaient posée là. Elles avaient construit et aménagé une petite maison douillette dans le plus pur style terrien, puis l'avaient installée près de notre vaisseau pour que nous puissions y vivre. « Exactement comme chez moi !» répétait Holdray émerveillé. Et pour cause. Ils ont copié le modèle dans ton esprit dès qu'ils se sont aperçus que nous ne pourrions pas vivre éternellement dans le vaisseau. Holdray et Davidson ont demandé d'une même voix. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Comment ? Vous n'avez toujours pas compris ?» Je me suis humecté les lèvres en essayant de me faire à l'idée que j'allais passer le reste de ma vie ici. « Vous ne savez pas ce que représente cette maison ?» Ils ont secoué la tête, déconcertés. J'ai regardé successivement la maison, le vaisseau inutile, la jungle, la plaine, le petit étang. Tout s'expliquait à présent. « Ils veulent que nous soyons heureux, » ai-je dit. Ils ont constaté que nous ne nous épanouissions pas à bord. Alors ils nous ont construit quelque chose qui ressemble un peu plus à un foyer. Qui ça? Les girafes? Laisse tomber les girafes. Elles ont essayé de nous prévenir. Mais à présent c'est trop tard. Ce sont des êtres intelligents, mais elles sont prisonnières, comme nous. Je veux parler de ceux qui règnent sur cet endroit. Les super extraterrestres qui nous font saboter notre propre vaisseau sans que nous nous en rendions compte, qui sont quelque part au-dessus de nous et nous observent. Ceux qui ont ramassé dans toute la galaxie cet assortiment d'animaux disparates. Nous aussi, nous avons été collectés. Cette maudite planète n'est qu'un immense zoo. Un zoo pour extraterrestres tellement en avance sur nous que nous n'osons même pas imaginer de quoi ils ont l'air. J'ai levé les yeux vers le ciel d'un turquoise chatoyant dans lequel des barreaux invisibles nous retenaient prisonniers. Et je me suis laissé tomber, accablé, sur la véranda de notre nouvelle demeure. J'étais résigné. Il était inutile de lutter. Je voyais déjà la jolie petite plaque annonçant « Terrien, habitat naturel, sol 3 ».